Joseph Kasavubu. L'aube d'une nation et le chaos initial. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes, tumultueuses et compétitives de l'histoire moderne. La direction de la République démocratique du Congo. Attachez vos ceintures, car ce récit télévisuel va vous révéler des secrets d'État insoupçonnés. Tout commence le 30 juin de l'an 1960, lorsque le pays accède à l'indépendance face à la Belgique. À la tête de ce géant d'Afrique centrale se trouve un homme au tempérament calme mais déterminé, Joseph Kasavubu. Élu premier président de la République, Kasavubu incarne l'espoir d'un peuple nouvellement libre. Cependant, diriger un territoire aussi vaste que l'Europe occidentale, sans cadre administratif préparé, s'avère être un défi titanesque dès les premières minutes. Le climat politique devient immédiatement ultra compétitif. Kasavubu, leader de l'Abaco, souhaite une structure fédérale pour préserver les identités régionales, tandis que son premier ministre, le charismatique Patrice Lumumba, exige un État unitaire fort. Cette divergence idéologique crée une fracture immédiate au sommet de l'État. Quelques jours seulement après la proclamation de l'indépendance, la force publique se mutine contre les officiers blancs restés en poste. Le chaos s'installe. Les provinces stratégiques du Katanga et du Sud Kasaï font sécession, privant le gouvernement central de ses principales ressources minières. Kasavubu se retrouve encerclé par des crises géopolitiques majeures mondiales. La guerre froide s'invite au Congo. Lumumba se tourne vers l'Union soviétique pour obtenir une aide militaire. Une décision qui terrifie l'Occident et fâche profondément Kasavubu. Le président soucieux de maintenir des relations stables avec les puissances occidentales et l'Organisation des Nations Unies prend une décision historique et radicale le 5 septembre de l'an 1960. En direct à la radio nationale, il annonce la révocation de Patrice Lumumba de ses fonctions de Premier ministre. Quelques minutes plus tard, Lumumba réplique sur les mêmes ondes en révoquant le président Kasavubu. Le pays est politiquement paralysé, bicéphale, et plonge dans une crise constitutionnelle inédite. Cette rivalité destructrice pousse le jeune chef d'état-major de l'armée, Joseph Désiré Mobutu, à intervenir pour la première fois en neutralisant les deux dirigeants. Kasavubu parvient néanmoins à manœuvrer politiquement et à récupérer son fauteuil présidentiel quelques mois plus tard. Son premier mandat est une lutte permanente pour la survie de l'intégrité territoriale. Il doit faire face à des rébellions d'inspiration communiste à l'Est, menées par les partisans de Lumumba après l'assassinat tragique de ce dernier. Kasavubu utilise la diplomatie internationale comme une arme de reconstruction. Mais le jeu politique interne reste féroce. Chaque alliance qu'il noue est temporaire. Les complots de salon, les trahisons partisanes et les interventions des services secrets étrangers transforment la présidence en un véritable échiquier de verre. Restez bien avec nous pour la suite, car la stratégie que Kasavubu va déployer pour neutraliser ses adversaires va totalement redéfinir l'avenir du pays et vous surprendre par son audace politique. Joseph Kasavubu. Les alliances dangereuses et la chute inévitable. Pour stabiliser un Congo au bord de l'implosion totale en l'an 1964, Joseph Kasavubu joue sa carte la plus surprenante et la plus compétitive. Il nomme son ancien ennemi juré, le leader de la sécession katangaise, Moïse Tshombe, au poste de Premier ministre. C'est un coup de théâtre politique qui stupéfie le monde entier. Kasavubu espère que Tshombe, grâce à ses connexions occidentales et à ses mercenaires blancs, parviendra à écraser définitivement les rébellions de l'Est qui menacent la capitale. Cette alliance contre nature fonctionne militairement, mais elle s'avère politiquement fatale pour le président. Tshombe, fort de ses succès sur le terrain, gagne une popularité immense et commence à faire de l'ombre à Kasavubu en vue des élections présidentielles à venir. La compétition pour le pouvoir suprême atteint son paroxysme au sein des institutions de Léopoldville. Kasavubu commet alors la même erreur qu'avec Lumumba. En octobre de l'an 1965, il révoque Moïse Tshombe de ses fonctions de Premier ministre, craignant d'être évincé par ce dernier. Le Parlement refuse de valider le nouveau gouvernement proposé par le président, plongeant à nouveau les institutions de la République dans une impasse totale et dangereuse.
C'est précisément ce moment de faiblesse institutionnelle qu'attendait le haut commandement militaire. Le 24 novembre de l'an 1965, le général Joseph Désiré Mobutu mène un coup d'État pacifique, destitue Joseph Kasavubu et s'empare définitivement du pouvoir. Kasavubu, fatigué par des années de conflits incessants, accepte sa défaite politique sans résistance majeure. Il est relégué au rang de sénateur à vie et se retire dans son village natal de Mayombe. Le règne de Kasavubu se termine ainsi, laissant le souvenir d'un dirigeant intègre, calme, mais profondément dépassé par la violence des forces intérieures et extérieures qui se disputaient le contrôle du Congo. Sa gestion axée sur la légalité constitutionnelle n'a pas résisté à la force brute de l'armée et aux ambitions démesurées de ses rivaux. Ne zappez pas, car la prochaine section va vous dévoiler l'avènement de l'un des dictateurs les plus flamboyants, redoutables et extravagants du XXe siècle. Vous allez découvrir comment un simple journaliste, devenu général, va transformer ce pays en son domaine privé pendant plus de 3 décennies. La compétition pour le pouvoir absolu ne fait que commencer sur notre écran. Patrice Lumumba à Moïse Tshombe, les premiers ministres de la crise nationale. L'histoire du poste de Premier ministre en République démocratique du Congo commence de la manière la plus dramatique, symbolique et compétitive qui soit, avec l'immortel Patrice Emery Lumumba, en juin de l'an 1960. Lumumba n'est pas seulement un chef de gouvernement constitutionnel. Il est l'incarnation vivante du nationalisme africain radical et sans concession face au néocolonialisme européen. Son discours mémorable du 30 juin de l'an 1960, prononcé devant le roi des Belges Baudouin, marque l'histoire par sa fierté patriotique immense, mais brise définitivement ses relations avec les puissances occidentales. Lumumba souhaite un contrôle total de l'État sur les richesses minières nationales du Katanga, pour financer le développement social du peuple. Sa vision unitaire se heurte immédiatement à la réalité ultra-compétitive de la guerre froide mondiale et aux intérêts capitalistes belges et américains. Destitué de manière illégale par le président Kasavubu en septembre de l'an 1960, Lumumba est arrêté par les troupes de Mobutu en décembre de la même année. Transféré secrètement dans la province rebelle du Katanga, il est sauvagement torturé et lâchement assassiné le 17 janvier de l'an 1961 par des policiers katangais sous la supervision directe d'officiers belges. Son corps est dissous dans de l'acide pour effacer toute trace matérielle de son existence terrestre. Cet assassinat politique odieux transforme Lumumba en un martyr éternel de la liberté africaine internationale. Après une période de transition gouvernementale instable menée par Cyril Adoula, le président Kasavubu prend une décision historique radicale et nomme Moïse Tshombe au poste de Premier ministre en juillet de l'an 1964. C'est le retour triomphal de l'ancien président sécessionniste du Katanga, qui avait orchestré l'effondrement initial de l'État congolais. Tshombe se présente désormais comme le seul homme capable de sauver la République de la destruction totale face aux rébellions d'inspiration lumumbiste qui contrôlent la majeure partie du pays à cette époque. Sa méthode est brutale, compétitive et repose sur l'utilisation massive de mercenaires blancs professionnels, européens et sud-africains. Ne zappez pas, car la lutte interne qui va opposer Tshombe à Kasavubu va ouvrir la porte de l'histoire au coup d'État militaire final de Mobutu. Mobutu Sese Seko, l'ascension flamboyante du roi du Zaïre. Après avoir renversé Joseph Kasavubu en l'an 1965, le général Joseph Désiré Mobutu s'impose immédiatement comme le maître absolu du pays. Il suspend la Constitution, interdit les partis politiques et centralise tous les pouvoirs entre ses mains. Pour éliminer toute concurrence politique, il orchestre des exécutions publiques spectaculaires qui glacent le sang de ses opposants potentiels. Mobutu comprend parfaitement la psychologie du pouvoir. Pour régner sans partage, il faut fasciner et terrifier simultanément. En l'an 1971, il lance la politique d'authenticité. Le pays change de nom et devient le Zaïre. Le fleuve Congo devient le fleuve Zaïre, et les citoyens doivent abandonner leurs prénoms chrétiens pour des noms africains.
Lui-même devient Mobutu Sese Seko Koko Mbendu Wazabanga, le guerrier tout-puissant qui va de victoire en victoire. Le régime de Mobutu devient une référence mondiale en matière de culte de la personnalité. Son image apparaît dans les nuages au début du journal télévisé. Ses discours sont vénérés comme des textes sacrés, et sa toque en léopard devient le symbole de son autorité suprême. Sur le plan économique, Mobutu profite des cours élevés du cuivre pour bâtir des infrastructures grandioses, comme le barrage d'Inga, mais aussi pour enrichir de manière astronomique son clan personnel. En l'an 1973, il décrète la zaïrianisation, expropriant les entrepreneurs étrangers pour distribuer leur commerce à ses fidèles. Cette décision compétitive sur le plan national détruit l'économie locale en quelques mois, mais consolide son réseau de corruption et d'allégeance. Personne ne peut lever la voix sans l'autorisation du guide de la Révolution. Sur l'échiquier international, Mobutu se positionne comme le rempart indispensable de l'Occident contre l'expansion du communisme en Afrique. Soutenu massivement par les États-Unis et la France, il reçoit des milliards de dollars d'aide économique et militaire, malgré ses dérives autocratiques. Le Zaïre devient le théâtre de grands événements mondiaux, comme le célèbre combat de boxe entre Muhammad Ali et George Foreman en l'an 1974 à Kinshasa. Mobutu utilise cet événement planétaire pour projeter l'image d'un pays moderne, stable et prospère sous sa direction de fer. Mais derrière les paillettes et l'or du régime, la colère populaire gronde silencieusement. Restez connectés pour la suite de notre émission, car la fin de la guerre froide va totalement bouleverser ce château de cartes géopolitique et précipiter la chute de l'aigle de Kawele. Mobutu Sese Seko, la ruine, le déclin et l'exil tragique. Le tournant des années 1990 sonne le glas du système Mobutu. Avec la chute du mur de Berlin, l'Occident n'a plus besoin du rempart zaïrois contre le communisme. Privé de ses soutiens financiers extérieurs, le président est contraint de prononcer les larmes aux yeux le multipartisme politique le 24 avril de l'an 1990. C'est le début d'une transition politique chaotique et hautement compétitive. L'opposition, menée par Étienne Tshisekedi, défie ouvertement le dictateur lors de la conférence nationale souveraine. L'économie du Zaïre est en ruine totale, marquée par une hyperinflation galopante qui pousse l'armée à se mutiner et à piller les grandes villes à plusieurs reprises. Mobutu, malade d'un cancer de la prostate, passe la majeure partie de son temps à bord de son yacht de luxe sur le fleuve ou dans son palais princier de Gbadolité, déconnecté de la triste réalité de son peuple. Le coup de grâce vient de l'Est en l'an 1996. Le génocide au Rwanda voisin déstabilise complètement la région du Kivu. Des centaines de milliers de réfugiés traversent la frontière, entraînant des tensions ethniques majeures. Une rébellion armée naît, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, officiellement dirigée par Laurent Désiré Kabila, mais largement soutenue par les armées du Rwanda et de l'Ouganda. L'armée zaïroise de Mobutu, minée par la corruption et le manque de soldes, s'effondre comme un château de cartes, face à l'avancée fulgurante des rebelles. Mobutu tente une dernière médiation diplomatique, mais ses anciens alliés américains lui tournent définitivement le dos. Le 16 mai de l'an 1997, alors que les troupes de Kabila sont aux portes de Kinshasa, Mobutu Sese Seko quitte définitivement la capitale pour l'exil. Il meurt seul et abandonné quelques mois plus tard, le 7 septembre de l'an 1997, au Maroc, où il est enterré dans un cimetière chrétien de Rabat. C'est la fin d'un règne de 32 ans qui a marqué l'Afrique à jamais. Ne quittez pas vos écrans, car l'homme qui s'apprête à prendre sa place va imposer un style de gouvernance totalement différent, révolutionnaire et tragique, transformant le pays en un champ de bataille continental. À Guilain-Niembo, les chefs de gouvernement face à l'histoire. Sous la longue dictature de Mobutu Sese Seko, entre l'an 1965 et l'an 1990, le rôle de Premier ministre est supprimé ou réduit à une simple fonction d'exécution technique appelée Premier commissaire d'État. Cependant,
Lors de la démocratisation forcée des années 1990, le poste redevient le centre névralgique d'une compétition politique féroce entre le pouvoir en place et l'opposition radicale. Le visage emblématique de cette période est Étienne Tshisekedi Lumumba, le sphinx de Limete. Élu Premier ministre par la Conférence nationale souveraine en l'an 1992, Tshisekedi entre en conflit ouvert permanent avec Mobutu, qui refuse de lui céder le contrôle de la Banque centrale et des forces armées. Le pays se retrouve avec deux gouvernements parallèles compétitifs, aggravant la ruine de l'État. Avec l'avènement de la Troisième République en l'an 2006 sous Joseph Kabila, le poste de Premier ministre retrouve ses lettres de noblesse constitutionnelle avec la nomination du patriarche Antoine Gizenga, un ancien compagnon politique de Patrice Lumumba. Ses successeurs, comme Adolphe Muzito et Augustin Matata Ponyo, se concentrent principalement sur la stabilisation macroéconomique de la République et la mise en œuvre de réformes administratives rigoureuses dans un climat politique de méfiance institutionnelle permanente. Matata Ponyo se distingue notamment par la bancarisation réussie des salaires des fonctionnaires civils et des militaires de l'armée, réduisant de manière compétitive la corruption systémique de l'État. Sous le mandat actuel de Félix Tshisekedi depuis l'an 2019, le poste de Premier ministre a continué de servir d'instrument majeur d'équilibre régional, ethnique et politique national. Après les passages de Sylvestre Ilunga Ilunkamba et de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le pays a connu une avancée historique majeure au début de l'an 2024 avec la nomination, pour la toute première fois dans l'histoire de la nation congolaise, d'une femme au poste de Premier ministre, Judith Suminwa Tuluka. Son gouvernement doit faire face aux défis immenses de la guerre à l'Est, de la pauvreté sociale et de l'inflation économique. De Patrice Lumumba à Judith Suminwa, la direction de la République démocratique du Congo reste l'une des histoires politiques les plus intenses, dramatiques et fascinantes du monde entier. Merci d'avoir suivi notre documentaire télévisuel spécial. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires avisés pour soutenir notre travail de mémoire historique africaine. Laurent-Désiré Kabila, le révolutionnaire face aux ambitions régionales. Le 17 mai de l'an 1997, Laurent-Désiré Kabila s'autoproclame président et redonne au pays son nom d'origine, la République démocratique du Congo. Ancien maquisard marxiste, ayant combattu aux côtés de Che Guevara dans les années 1965. Kabila arrive au pouvoir porté par un immense élan de ferveur populaire. Les Congolais célèbrent la fin de la dictature mobutiste et voient en lui le libérateur tant attendu. Kabila suspend immédiatement les activités des partis politiques de l'opposition traditionnelle, affirmant qu'il doit d'abord pacifier et reconstruire le pays dévasté. Son style de direction est direct, nationaliste, et refuse tout compromis avec les institutions financières internationales qu'il accuse d'impérialisme économique. Cependant, la lune de miel est de très courte durée. Kabila s'est installé au pouvoir grâce à l'aide massive des gouvernements de Kigali et de Kampala, et ses voisins exigent désormais leur part du gâteau sécuritaire et économique au Congo. Des officiers rwandais occupent des postes clés au sein de la nouvelle armée congolaise, ce qui suscite une frustration immense au sein de la population locale de Kinshasa. Conscient du danger politique et de la perte de sa souveraineté nationale, Laurent-Désiré Kabila prend une décision extrêmement compétitive et risquée en juillet de l'an 1998. Il ordonne le départ immédiat de tous les militaires étrangers du territoire national congolais. Cette rupture brutale déclenche la Deuxième Guerre du Congo, souvent qualifiée de Première Guerre mondiale africaine. Le Rwanda et l'Ouganda créent de nouvelles rébellions armées pour renverser Kabila. Le pays est à nouveau divisé en plusieurs morceaux, contrôlés par des factions rivales ultra-compétitives. Pour sauver son régime, Kabila fait appel aux forces militaires de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie. Plus de 9 armées nationales africaines s'affrontent alors sur le sol congolais, transformant le pays en un immense brasier géopolitique mondial. Restez très attentifs pour la suite de ce documentaire télévisé, car le destin de Laurent-Désiré Kabila va basculer de manière tragique
au cœur même de son palais présidentiel à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, le sacrifice d'un nationaliste et le mystère du palais isolé. Diplomatiquement et acculé militairement, Laurent Désiré Kabila refuse obstinément de céder aux pressions occidentales qui exigent l'application des accords de paix de Lusaka signés en l'an 1999. Il estime que ces accords favorisent les agresseurs extérieurs et violent la souveraineté nationale de son pays. Kabila nationalise les circuits de distribution des diamants et tente d'imposer un contrôle strict sur l'économie de guerre. Cette politique nationaliste stricte lèse de nombreux intérêts financiers obscurs, tant au niveau local qu'international. L'atmosphère à Kinshasa devient lourde, paranoïaque et saturée de complots militaires imminents. Le 16 janvier de l'an 2001, le coup de théâtre se produit au Palais de Marbre, la résidence présidentielle hautement sécurisée. Au cours d'une réunion de travail, l'un de ses propres gardes du corps, un jeune homme nommé Rachidi Mizele, s'approche du président et tire plusieurs balles à bout portant avant d'être lui-même abattu par les forces de sécurité. Laurent Désiré Kabila est mortellement blessé. L'annonce officielle de son décès est retardée de 48 heures par le gouvernement, créant un climat d'incertitude insoutenable à travers tout le pays et dans les capitales étrangères. L'assassinat de Kabila reste aujourd'hui encore l'un des plus grands mystères politiques du continent africain. Le sacrifice de Laurent Désiré Kabila a forgé sa légende de héros national, élevé au même rang que Patrice Lumumba pour son refus de capituler face aux puissances impérialistes. Sa mort tragique laisse un vide de pouvoir immense en pleine période de guerre continentale. Notre prochaine section va vous révéler comment un jeune général de seulement 29 ans, inconnu du grand public, va être propulsé au sommet de l'État pour succéder à son père assassiné. Suivez bien notre programme télévisé, car les coulisses de cette succession dynastique sont dignes des plus grands scénarios de fiction politique internationale. Joseph Kabila Kabange, les crises politiques et la transition historique. Le second mandat constitutionnel de Joseph Kabila, débuté après sa réélection contestée de l'an 2011 face à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, est marqué par des tensions politiques croissantes et une instabilité persistante dans l'est du pays, avec l'émergence de la rébellion du mouvement du 23 mars. Sur le plan politique interne, la fin constitutionnelle de son mandat est fixée pour décembre de l'an 2016. Cependant, l'élection présidentielle n'est pas organisée à temps par la commission électorale, ce qui déclenche une vague de manifestations populaires violentes à travers le pays. L'opposition accuse ouvertement Kabila de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir indéfiniment au pouvoir, à l'instar de Mobutu. Pendant 2 ans, Joseph Kabila utilise le glissement politique du calendrier électoral comme une arme stratégique compétitive. Il négocie des accords politiques de transition avec différentes franges de l'opposition sous la médiation de l'Église catholique. Le pays est suspendu à ses lèvres. Finalement, en décembre de l'an 2018, l'élection présidentielle a lieu. À la surprise générale du monde entier, Kabila décide de respecter la Constitution en ne se présentant pas et en désignant un dauphin politique pour représenter son camp, le ministre Emmanuel Ramazani Shadari. Les résultats proclamés de l'élection donnent la victoire à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'opposition. Le 24 janvier de l'an 2019, Joseph Kabila cède pacifiquement le pouvoir à son successeur lors d'une cérémonie officielle à Kinshasa. C'est la toute première passation pacifique et civilisée de pouvoir entre 2 présidents vivants depuis l'indépendance de l'an 1960. Kabila se retire de la présidence, mais conserve une influence politique immense grâce à sa majorité écrasante au Parlement, devenant sénateur à vie. La suite de notre documentaire télévisuel va vous plonger au cœur du mandat actuel de Félix Tshisekedi, une bataille impitoyable pour s'affranchir totalement de l'ombre tutélaire de son prédécesseur. Joseph Kabila Kabange, les crises politiques et la transition historique. Le second mandat constitutionnel de Joseph Kabila, débuté après sa réélection contestée de l'an 2011 face à l'opposant historique Étienne Tshisekedi,
est marquée par des tensions politiques croissantes et une instabilité persistante dans l'est du pays, avec l'émergence de la rébellion du mouvement du 23 mars. Sur le plan politique interne, la fin constitutionnelle de son mandat est fixée pour décembre de l'an 2016. Cependant, l'élection présidentielle n'est pas organisée à temps par la commission électorale, ce qui déclenche une vague de manifestations populaires violentes à travers le pays. L'opposition accuse ouvertement Kabila de vouloir modifier la constitution pour se maintenir indéfiniment au pouvoir, à l'instar de Mobutu. Pendant 2 ans, Joseph Kabila utilise le glissement politique du calendrier électoral comme une arme stratégique compétitive. Il négocie des accords politiques de transition avec différentes franges de l'opposition sous la médiation de l'Église catholique. Le pays est suspendu à ses lèvres. Finalement, en décembre de l'an 2018, l'élection présidentielle a lieu. À la surprise générale du monde entier, Kabila décide de respecter la Constitution en ne se présentant pas et en désignant un dauphin politique pour représenter son camp, le ministre Emmanuel Ramazani Shadary. Les résultats proclamés de l'élection donnent la victoire à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'opposition. Le 24 janvier de l'an 2019, Joseph Kabila cède pacifiquement le pouvoir à son successeur lors d'une cérémonie officielle à Kinshasa. C'est la toute première passation pacifique et civilisée de pouvoir entre 2 présidents vivants depuis l'indépendance de l'an 1960. Kabila se retire de la présidence, mais conserve une influence politique immense grâce à sa majorité écrasante au Parlement, devenant sénateur à vie. La suite de notre documentaire télévisuel va vous plonger au cœur du mandat actuel de Félix Tshisekedi, une bataille impitoyable pour s'affranchir totalement de l'ombre tutélaire de son prédécesseur. Félix Tshisekedi, l'émancipation politique et l'union sacrée. L'arrivée au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en l'an 2019 ouvre un nouveau chapitre inédit et hautement stratégique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, Félix commence son mandat présidentiel dans une position de faiblesse institutionnelle apparente. Il est contraint de gouverner en coalition avec le Front commun pour le Congo, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila, qui détient la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat et au sein des gouvernements provinciaux. Les observateurs de la scène politique congolaise prédisent alors que Tshisekedi sera un président sans réel pouvoir, un chef de l'État sous haute surveillance de l'ancien régime. Pendant près de 2 ans, Félix Tshisekedi joue la carte de la patience constructive tout en observant les failles du système de son partenaire de coalition. La cohabitation politique se transforme rapidement en une guerre d'usure ultra-compétitive au sein de chaque ministère. Le pays souffre de ce blocage institutionnel permanent. C'est alors qu'en octobre de l'an 2020, Tshisekedi lance une série de consultations nationales avec toutes les forces politiques et sociales de la nation. En décembre de la même année, il annonce la fin officielle de la coalition avec Kabila et proclame la création d'une nouvelle majorité politique appelée l'Union sacrée de la nation. Par un coup de maître politique d'une audace exceptionnelle qui stupéfie tous les analystes internationaux, Félix Tshisekedi parvient à retourner la majorité parlementaire en sa faveur en l'an 2021. Des dizaines de députés nationaux quittent le camp de Kabila pour rejoindre le président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale est destitué, le Premier ministre pro-Kabila est contraint à la démission et un nouveau gouvernement totalement fidèle à Tshisekedi est installé. Le président s'est enfin émancipé de l'ombre de son prédécesseur et détient désormais tous les leviers du pouvoir d'État. Restez bien avec nous, car les défis sécuritaires majeurs qu'il doit maintenant affronter à l'Est vont mettre son leadership à rude épreuve internationale. Félix Tshisekedi. Le défi de l'Est et la réélection contestée. Désormais seul maître à bord du navire d'État à partir de l'an 2021, Félix Tshisekedi concentre ses efforts sur la crise sécuritaire chronique qui ravage les provinces orientales du Kivu et de l'Ituri. Face à la résurgence agressive de la rébellion du mouvement du 23 mars, soutenue selon l'Organisation des Nations Unies par le Rwanda voisin, le président décrète l'état de siège en mai de l'an 2021.
remplaçant les autorités civiles par des gouverneurs militaires dans les zones de conflit. Il lance également des opérations militaires conjointes avec l'armée ougandaise pour traquer les forces démocratiques alliées de nature terroriste islamiste. Sur le plan diplomatique, Tshisekedi adopte un ton extrêmement dur, offensif et compétitif contre le président rwandais Paul Kagame sur toutes les tribunes internationales. Le grand test de sa légitimité populaire arrive en décembre de l'an 2023 lors des élections générales nationales. Malgré les retards logistiques immenses et les contestations virulentes de l'opposition politique menée par Moïse Katumbi et Martin Fayulu, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec un score écrasant de plus de 73% et suffrages exprimés par la Commission électorale nationale. L'opposition dénonce une fraude massive de grande envergure, mais la Cour constitutionnelle valide les résultats électoraux définitifs. Félix Tshisekedi commence ainsi son second mandat présidentiel de 5 ans au début de l'an 2024 avec une concentration de pouvoir inédite sous la Troisième République. Sa gouvernance est caractérisée par des projets sociaux phares comme la gratuité de l'enseignement primaire de base, mais elle reste sévèrement critiquée pour la persistance de la corruption économique de haut niveau et la dégradation continue de la situation humanitaire générale à l'est du pays. Nous venons de voir l'histoire fascinante des 5 présidents congolais. Mais attendez, le pouvoir au Congo n'est pas seulement une affaire de président. Les premiers ministres ont également joué des rôles dramatiques, compétitifs et historiques majeurs que nous allons vous faire découvrir dès maintenant.